Bonsoir à tous et bienvenue dans 52 minutes avec. D'où lui vient cette attirance pour la marche? On le saura peut-être à l'issue de cette émission, mais je pourrais d'ores et déjà échafauder quelques hypothèses. Peut-être pour explorer d'autres mondes, il n'y a de vie que dans la marge, a écrit Honoré de Balzac. Être marginal, c'est proposer une alternative à la masse, et c'est dans ces interstices de la société, dans ces lignes de fuite, que notre invité s'est immergé dans une démarche sociologique, anthropologique et parfois ethnographique pour explorer, essayer de comprendre l'altérité, les petits espaces de résistance aux normes sociales, politiques, culturelles. Notre invité est l'un des premiers chercheurs à avoir mené un travail sur la construction du pouvoir autour de l'économie du cannabis et à s'intéresser à la sociologie de la consommation de la drogue au Maroc dans son livre « Le bled du Rif, économie et pouvoir chez l'Ektama ». Il a aussi mené une étude anthropologique sur la région du Rif dans son livre « L'identité de la marge ». Et c'est cette même attirance pour les micromondes, ceux de la marge, qui l'a conduit à travailler sur la consommation de l'héroïne en milieu urbain dans son livre « Les junkies dans la ville ». Et c'est dans la même veine, mais cette fois-ci dans une autre sphère, un monde quasi parallèle, qu'il vient de publier un ouvrage passionnant intitulé « L'éloge de l'inversion, sexualité et rite de transgression au Maghreb » où il tente de comprendre et d'expliquer le rapport au corps, au genre et au pouvoir à partir des rites consacrés à Aïcha Hamdouchia dans la communauté de Sidi Ali Ben Hamdouch. Notre invité de ce soir est Khalid Mouna, anthropologue, professeur à la faculté des lettres et des sciences humaines Moulay Ismail à Meknès, professeur à l'université de Ca' Foscari à Venise. Il a été aussi, entre autres, professeur invité à l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Il est membre du comité scientifique de la revue Espace-Temps et de la revue Firoluidjo. Il dirige aussi de nombreux programmes de recherche internationaux et il est co-auteur de plusieurs livres collectifs comme Migration, représentation sociale et stéréotypes ou encore Terrain marocain sur les traces de chercheurs d'ici et d'ailleurs. Récemment, l'anthropologue Khalid Mouna s'est découvert une nouvelle passion pour le documentaire. Après son film Le Maître du Coran, notre invité finalise actuellement son deuxième documentaire sur l'usage de l'héroïne dans le nord du Maroc qui sera intitulé Le Mono. Khalid Mouna, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est moi. Alors, je vous propose de commencer par le début, les origines. Vous êtes né dans un quartier, un drb mythique de Tétouan. Sania Darmel. Sania Darmel. Ouais. Sania Darmel, pour ceux qui nous connaîtraient un peu, enfin, on ne va pas dire l'équivalent, c'est un quartier emblématique. Oui. C'est un peu Drb Sultan, c'est un peu... Oui. Que gardez-vous comme souvenir de vos premières années à Sania Darmel? C'est un quartier qui vous colle à la peau, en fait, en général. On grandit avec, on est le fils de ce territoire. C'est un territoire aussi, c'est un quartier très hétérogène, oui. Avec classe ouvrière, milieu des fonctionnaires, voilà, le marché local, les écoles juste à côté. En fait, on ne sortait pas. En fait, c'était une micro-société dans laquelle en fait, toutes les informations circulaient à l'intérieur. Les frontières sont définies aussi par rapport aux quartiers, les quartiers des autres et notre quartier. Oui, il y avait des quartiers rivaux. Bien sûr, c'est là en fait, où c'est aussi peut-être avec le recul, hein, c'est né la question de l'espace et de territoire en fait, qui va devenir par la suite un objet de recherche pour moi. Oui. Voilà, c'est une forme de socialisation qui était très spécifique en fait, à ce quartier, au point que même quand on déménage, moi je suis parmi le avant-dernier de la fratrie, j'avais 14 ans, mais encore aujourd'hui, en fait, je suis Ould Sania Darmel. Ould Sania Darmel, ah, oui, ça vous colle à la peau. Oui, ça c'est... Voilà. Alors, ce quartier aussi est un quartier emblématique, mythique, d'où partaient tous les mouvements, mais c'est aussi toutes les élites, parce que quand l'ascenseur social fonctionnait encore, il y avait tous les mouvements, ça partait de Sania Darmel. Ouais. C'est un quartier aussi, exactement, c'est un quartier aussi, on n'était pas loin de stade, l'Implica. Oui. Ce qui fait que c'est un quartier où il y avait à la fois des musiciens. En fait, on a grandi avec les chansons de Mchaheb essentiellement qui sont très influents dans le Nord. En fait, c'est tout à fait le contraire de Nesl Riwan. Le Nord, c'est plutôt le Mchaheb. Ah oui, c'est plutôt plus le Mchaheb et tout. On avait des groupes de musique un peu partout. C'est aussi un quartier où il y avait le foot aussi qui est extrêmement important, comme ascenseur social, plusieurs joueurs qui partaient jouer avec l'équipe de la ville et tout. Mais c'est aussi un quartier très politisé en fait, avec une conscience politique extrêmement forte en fait, liée essentiellement
à la présence d'une forte scolarisation à un moment donné, des lycées, le lycée mythique en fait, Tirnia, plus... Oui. Voilà, c'est le premier lycée technique à Tétouan en fait, qui était installé dans ce quartier. Mais vous m'avez dit que quand vous étiez à l'école primaire, vous étiez l'un des rares enfants. Enfin, tout le monde n'allait pas à l'école. Ça, c'est c'est une photo, vous deviez avoir 8 ans, 8 ans, c'est ça 8 ans. Et puis, vous aviez du mal avec l'école, ou plutôt avec le système ou les méthodes. Qu'est-ce qui vous ne convenait pas, en fait, à l'école? On va parler du primaire, d'abord. Ouais, jusqu'au primaire, au primaire, j'avais des problèmes de santé, plutôt. J'étais un peu, avec le recul, j'étais l'enfant infirme de la famille. Oui. Voilà, c'est une grosse, 3 grosses opérations de genoux. Plus par la suite en fait une fracture au bras, ce qui fait que je prends une place. Je prends une place en fait, c'est pas que je la cherche, c'est que voilà, un enfant très fragile et tout, et du coup cette fragilité physique qui me permettait pas d'y aller jouer au foot parce que c'était interdit pour moi, qui me permettait pas de se bagarrer comme tout le monde, de trouver sa place parce que à l'époque on parlait quand même des familles nombreuses, c'est-à-dire en fait moi je me souviens dans mon quartier. La moyenne, c'était 7, 8, 6. Ah oui, 7, 8. 6, c'est une famille, il y a un problème. On avait une femme d'un site qui avait 4 enfants, les autres l'appelaient la pauvre. Oui, elle n'avait que 4. Elle est anormale, quoi. Exactement, ce qui fait que voilà, c'est 11, 12, 7, 8, 9, c'était tout à fait normal. Ce qui fait que dans cet espace peuplé, il fallait la rue ou l'odeur jouait un rôle extrêmement important dans les formes de socialisation, de s'imposer. Alors on s'impose soit par la ruse, soit par la force physique, soit par le sport, soit par la culture. Et du coup, les jeunes qui apprenaient la guitare, c'était pas dans un conservatoire. C'était dans la rue. C'était dans la rue. On apprenait tout. La rue, exactement. La rue était essentiellement en fait l'espace dans lequel on apprend tout. Et vous étiez un peu et avait un problème de socialisation justement parce que vous étiez de santé fragile. Voilà, c'est un recul en fait qui se cumule en fait petit à petit. Et en fait, là, c'est fête de fin d'année. Voilà, c'est fête de fête nationale. Je pense que c'était la fête du trône. Du trône, oui. Et je quitte en fait cette école parce que c'est la première école en fait dans le quartier. C'était à l'époque, ça s'appelait Moulay El Hassan. Mon grand frère a été scolarisé là-bas. Par la suite, moi, je suis scolarisé là-bas jusqu'au moment en fait où je pars en fait de cette école parce qu'il devient collège et du coup je pars dans un autre espace. Et ça m'a beaucoup marqué parce que je me souviens quand il y avait le brevet, en fait, on affichait les résultats. Oui. C'était en fait l'autre école, le primaire, c'était à 3 km de chez nous. Il y a un jeune qui venait me voir, qui me dit ils ont affiché les résultats. À l'époque, en fait, il fallait chercher si vous n'avez pas votre nom, c'est que vous avez réussi. C'est pas comme maintenant. On mettait les noms de ceux qui n'ont pas réussi. Il ne faut pas trouver son nom. Il ne fallait pas trouver son nom. Oui. En fait, c'est une parodie, quoi. On cherche, mais en réalité, on cherche pour ne pas trouver son nom. Et je me souvenais, en fait, je suis parti les pieds nus pendant 3 km devant le tableau de l'école. Je cherchais, et quand je n'ai pas trouvé mon nom, c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas les souliers. Oui, mais à l'époque, le brevet, c'était... Enfin, pas à l'époque, mais ce n'est pas les années 50, 60 non, non plus. Mais bon, mais le brevet c'était important. Et ça, c'était le passage pour moi. En fait, ça, c'est le passage. Alors, qui devient tout compliqué. Voilà, ça c'est compliqué au collège. Tout devient compliqué. Pourquoi ça c'est compliqué au collège? Vous avez changé beaucoup de collèges. D'abord, en fait, le système scolaire ne me convient pas. Et je peux te dire, en fait, aujourd'hui, j'avais fait une étude pour le Haut Conseil, le Conseil supérieur de l'éducation, sur l'apprentissage et une ethnographie de classe. Et franchement, entre nous, ça n'a pas trop changé, en fait. Quand je suis rentré en classe, j'étais assis en fait sur ces chaises. Ça m'a un peu rappelé, je me souviens, en fait, au bout de 2-3 jours, j'avais interrompu mon enquête pour revenir en fait à la maison parce que j'étais très affecté par ça. Oui, parce de que voir ça ces fait enfants, ça fait remonter des souvenirs en fait où il faut dire que le collège en fait c'était un espace de violence physique en permanence en fait envers violence physique en classe ou en classe de la part des profs. C'est étonnant parce que la majorité la période traumatisante, c'est celle du primaire, parce qu'il y avait les châtiments corporels, beaucoup plus que le collège, c'était un petit peu moins. Mais vous, le primaire, ça allait. Moi, le primaire, ça allait très bien, surtout qu'en fait, moi, je viens d'un primaire où moi, j'ai fait le premier programme américain des préscolaires. D'accord. Et du coup, en fait, j'étais déjà socialisé à l'institution scolaire et tout. Je ne suis pas venu de l'MSID. J'ai jamais connu MSID en fait. J'ai aucun quand j'entends mes frères parler de MSID ou des amis et tout, moi j'ai jamais été. Vous avez fait le préscolaire comme on en fait. Exactement. C'était un préscolaire très chouette.
Et le collège devient tout à coup en fait, un espace d'une violence physique et nuit. En plus de ça, en fait, un système d'apprentissage qui ne me convenait pas du tout. Qui ne valorise pas? Du tout, du tout. Et moi, je suis un enfant très hyperactif. Je voulais bouger, parler en classe, etc. Et le seul moment en fait, d'épanouissement pour moi dans ce collège, en fait, effectivement, en fait, là où je suis, j'ai pris, vous avez vu la photo de petit, je reviens dans la même école, mais pour étudier en fait le collège ici. Je deviens en fait un collégien dans cette école. Et en fait, le seul moment de libération pour moi, c'était pendant ces fêtes de Eid al-Ash, Eid al-Masira et tout, parce que j'étais appelé tout le temps à jouer en fait un instrument de musique avec les adultes qui étaient en 4e année de l'époque. Vous étiez beaucoup plus cérébral que physique. Exactement. Et du coup, en fait, quand on faisait le concours qui va jouer le bendir, qui va jouer la percussion, le qaraqab et tout, j'étais toujours en fait le premier à être sélectionné pour aller jouer avec les adultes en fait, qui étaient beaucoup plus grands que moi, parce que c'était un moment de libération pour moi d'échapper à toute cette violence physique. On n'avait pas le droit de poser des questions. Il n'y avait pas de place pour l'art, pour la création, pour l'expression. Mais votre mère, ça la rendait malade. C'est devenu très difficile parce que je me fais limite virer de cette école en fait. Premier collège en fait. Je redouble première année de collège. Je repasse en fait 2e année. Et du coup en fait j'arrive au 3e année de collège et ma mère voit que je vire très très mal en fait. Effectivement. C'est votre maman, votre papa, votre maman Allah yarhamha, votre père qui est toujours vivant. Et du coup c'était vraiment très très violent. Ma mère c'était une guerrière en fait. C'est une femme qui s'imposait vraiment pour l'éducation de ses enfants. Limite, en fait, mon père, c'était pour les enfants garçons, c'était bon, important, les filles, pas très grave, mais pour ma mère, c'était important pour tout le monde. C'était une guerrière un peu de l'éducation de ses enfants, c'était la première. Et il disait en fait une chose, il disait que je vous éduque pour les autres. Et j'ai appris ça en fait une fois j'ai commencé à faire de la sociologie. Je vous éduque pour les autres. Ouais. C'est un peu ce qu'on appelle en jargon de sociologie la socialisation en fait. C'est-à-dire, en fait, quand on prend un enfant, en fait, on ne l'éduque pas pour nous-mêmes, en fait, parce qu'à un moment donné, il va sortir dans le monde extérieur. Et du coup, on le prépare à ce monde extérieur. Et elle, quand il me voit virer avec des enfants, à l'école, ça n'allait pas. Elle avait peur que vous tourniez mal. Des très, très mauvaises notes à tous les niveaux. Pas du tout, en fait, intéressée par l'école. Énormément de bêtises, énormément de tout. Ça a dû changer complètement. Pas qu'un seul collège. Du coup, 2 collèges. Ça me faisait 3 collèges par la suite, en fait. 3, parce qu'un jour, je rentre à la maison, j'étais à Tanger, et je trouve un sac. Ça, je n'oublierai jamais cette image. Ça, c'est incroyable, parce qu'elle va prendre une décision très douloureuse, mais par amour, en fait. Ah oui, vous rentrez, vous trouvez le sac. Ah oui, moi, je pose la question, c'est le sac de qui? Il me regarde comme ça, avec beaucoup de force, il me dit, c'est ton sac. Je dis, mais je pars où? Parce que je venais rentrer de Tanger, en fait. Oui. J'étais chez une Vous devez avoir quel âge? 12 ans, 13 ans? 14? Non, 14 ans. 14 ans. Non, 15 ans, on va dire. 15 ans, okay. un peu 14, 15 ans, parce que quand j'avais redoublé, en fait, 14, 15 ans et tout. Et il me dit, j'avais un frère, en fait, qui était nommé en tant que prof à Missour. Voilà, et du coup, voilà, je fais le voyage de Bouabid. Exactement. Mais cette fois-ci, c'est une décennie plus tard. Exactement. Parce que lui, c'était 81-82. Exactement. C'est pas le souverain qui m'envoie, c'est plutôt ma mère. C'est la souveraine de la maison. La souveraine de la maison. Et du coup, cette année, pour moi, ça a changé complètement ma vie. Parce qu'avec un frère qui m'a beaucoup aidé aussi, qui était très présent. Vous étiez en scolarisation surveillée? C'est surveillé, mais, mais par lui, en fait, quand j'arrive avec lui, en fait, c'était pas de la surveillance. Il y avait beaucoup de tendresse, mais il y avait aussi beaucoup d'espace d'autonomie. En fait, tout de suite, il me dit, tu dois apprendre à être autonome. Et à faire de la cuisine, Il était célibataire. Il était célibataire, voilà. À laver tes vêtements, voilà. Chacun, il doit être, en fait, on est deux zara, deux zoufriya, où chacun, en fait, il doit s'occuper de l'autre. Il n'y a pas, en fait, cette relation de petit où le grand, il va s'occuper de lui. Et je passe un an. Et vous étiez, j'imagine, dans le collège où votre frère enseignait, parce qu'il ne devait pas y avoir... Non, lui, il était dans le lycée, en fait. Et il y avait, en fait, cette ville avait 2 impacts sur moi. Première chose, en fait, moi qui me croyais pauvre, j'arrivais à Missour, en fait, je découvre la vraie pauvreté. Oui. Ah oui, là c'était le choc de ma vie. Voilà. Deuxième chose, en fait, c'est une ville qui m'a complètement changé parce que je suis devenu autonome et j'ai compris, en fait, le sens de réussite, en fait, et de travail. Parce que c'était la première fois de ma vie où je travaille réellement. Oui. Et ce travail, en fait, c'était pour fuir tout ça. Oui. Pour ne pas se retrouver à... Et cette ville, en fait, qui est assez touchante parce que je suis rentré en pleurant, je suis sorti en pleurant, en fait.
J'ai passé 1 an, je suis reparti 2 fois à la maison. Et c'est pas comme maintenant. À l'époque, il fallait faire 12 heures de route pour arriver à Tétouan, quoi. Et du coup, c'est... Vous êtes vite adapté à cette ville, vous avez appris à l'aimer? Non, j'avais pas d'autre choix. Non, j'avais pas d'autre choix. C'est même pas, en fait... j'avais un choix, c'est lui de s'adapter. J'avais pas, en fait, comme on dit, en fait, on a toujours le choix de choisir. Et moi, j'avais le choix de m'adapter, en fait, et de changer un peu mon style vestimentaire. D'accord. C'était à ce point. Ah oui, moi j'arrivais avec une chaîne d'or à mon cou, avec des baskets Adidas. En fait, je suis connu même avec le mec qui porte des Adidas. C'est vraiment le surnom. Oui. C'est le milieu, c'est une ville en fait. À l'époque, apparemment, ça n'a pas trop changé parce que j'étais avec un prof à moi qui m'a enseigné là-bas. On prenait un café. Apparemment, ça n'a pas trop changé à part l'espace, quoi. Mais voilà, ça reste des villes assez. Arrêté. Avant de poursuivre l'entretien, on va passer à une rubrique qui s'appelle l'objet. C'est une rubrique où on demande à l'invité de ramener un objet qui compte pour lui, qui a une valeur symbolique. Et on va découvrir l'objet que Khalid Mouna a décidé de partager avec nous. Quel objet avez-vous Alors, ramené? c'est un objet en fait qui m'est très cher. En fait, c'est un petit objet. En fait, c'est une table coranique, une planchette ou tablette, ça dépend comment on l'appelle, qui m'a été offerte en fait suite à mon séjour dans l'école coranique dans le Rif central, à Bab Berret, où je suis resté plus d'une dizaine de jours, presque 15 jours en fait, de reprise. Et au moment de départ, en fait, on m'offre cette table. Et pour moi, j'ai passé, c'est un terrain où je filmais, etc. Oui. Je faisais mon film. Et ce qui était intéressant, c'est que je découvre l'école coranique, parce que pour quelqu'un comme moi qui ne connaissait strictement rien du tout en fait, sur ce type d'école, j'ai dormi à l'intérieur de la mosquée et tout. Et du coup, ça a été une sorte de reconnaissance double, en fait, à la fois de découvrir en fait, ce monde, mais en même temps, on m'offre cette table. Qui est une très jolie table, parce que je vois qu'elle est gravée avec... Exactement, voilà. Et en fait, c'est aussi un hommage que j'ai envie de rendre c'est Abslam, en fait, qui est le frère en fait, de mon film, qui est le héros de mon film, qui est décédé hier. C'est lui qui va vous inspirer. Donc c'est sur lui que on va parce que vous allez faire un documentaire. Exactement. Qui est décédé, le maître du Coran. Qui est décédé hier. Et en fait, quand on se parlait, j'avais pensé en fait à cette table juste à midi. En fait, j'avais pensé avant et à midi, en fait, on m'appelle, on dit qu'il est décédé en fait. Et ça m'a vraiment affecté. Oui. Du coup, c'était un souvenir en fait à lui aussi. Oui. Et c'est quelque chose qui m'est très cher parce que c'est un voilà, j'avais lié un peu d'amitié et d'émotion avec ces enfants qui étaient là. Et ça m'a permis un peu de... Voilà. Alors, donc c'est cet objet, parce que vous m'avez dit que vous n'êtes pas très lié aux objets, que vous ne gardez pas, vous n'êtes pas lié à tout ce qui est objet, photo. La photo, oui. Après, en fait, je fais plus de photos des objets, des choses que de moi. Mais c'est parfois, en fait, le passage sur le terrain, c'est compliqué. En fait. Par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur la culture de Kiev, j'ai commencé à collectionner les subsides. Oui. Et du coup, pour moi, en fait, c'est une passion en fait, aujourd'hui. Quand j'ai commencé en fait, à travailler sur l'école coranique, j'ai commencé à collectionner les chapelets. Et du coup, j'en ai plein, j'en porte même un. Je comprends. Et du coup, c'est un rapport à chaque fois avec des objets comme ça. Absolument, avec votre parcours, vos travaux. Alors, après Missour, les choses vont se mettre en place. Donc, le lycée, vous obtenez votre bac. Oui, vous vous posez la question. Je redouble quand même. Le baccalauréat. Ah oui, je redouble baccalauréat. C'est un sacré parcours. Je redouble baccalauréat parce que je n'ai jamais cru en fait, que je vais faire des études. Vous étiez littéraire. J'étais littéraire, mais pour moi, en fait, les études, c'est vraiment... par contre, je savais une seule chose, c'est que je ne peux pas quitter l'école, en fait. Je savais que je ne pouvais pas faire tout ce qui était autour de moi, tout ce qui... Et le seul choix, c'était l'école. Et du coup, je ramais réellement, parce que je revenais de très loin. Et quand j'arrive à la fac, là, c'est... Voilà, donc bouffée d'air. Voilà, le tournant dans votre vie, c'est l'université. Voilà, ça change tout.
Ça a tout changé. Ouais. Là, vous vous êtes retrouvé à l'université. Complètement. Vous avez fait droit au départ. Pourquoi? Pourquoi vous avez changé? Je fais, en fait, c'est une scène qui va aussi me ramener vers ma mère. Le jour où je prends le bac, le jour où je prends le bac et je vais la voir, je lui dis, je vais faire droit. Et à l'époque, en fait, il n'y avait qu'une seule école de droit, la fac de droit, c'était Fès. Tous les mecs du Nord partaient à Fès, de Tanger, Tétouan, Chaouen, Ouazzane et tout. Et cette année-là, en fait, l'université a ouvert de droit, la fac de droit a ouvert à Tanger. Et du coup, je vais voir ma mère, je lui dis, je vais faire droit. Alors ma mère avait des amis, des copines, on avait des voisins. Leurs enfants, ils sont allés faire droit en fait à Fès et ils sont tous revenus avec un échec phénoménal, quoi. Ah oui. Quasiment en fait aucun souvenir de quelqu'un qui a fait droit, qui a réussi, quoi. C'était vraiment la cata. Et ma mère qui me regarde, la pauvre, avec un œil, il me dit, mais Aouldi, mais même le bac, tu l'as eu difficile. Comment vous pouvez décrocher? Tu veux faire le droit. Et du coup, c'est encore ce frère-là qui était extrêmement présent, qui est aussi un universitaire, qui était extrêmement présent dans cette vie, dans ma vie, qui dit à ma mère, laisse-le, il va faire son expérience et tu verras, en fait, on va voir. Et du coup, en fait, première session, mention. Oui, qu'est-ce que vous avez aimé dans la faculté de droit? Tout, en fait, j'ai aimé l'esprit critique, j'ai aimé l'espace en fait où les étudiants faisaient des cercles, on parlait, on débattait, etc. Oui. C'était vraiment un espace dans lequel en fait je me sentais réellement libre. Oui, c'était l'époque de Qaïdine. Exactement. Et du coup, je pouvais bouffer en fait les références, discuter avec les copains politiques. Les affaires internationaux, lisait les journaux, etc. Et il n'y avait que des débats, on n'arrêtait pas de débattre, on n'arrêtait pas de lire. Et du coup, je découvre aussi la lecture. Je lisais avant, mais bon, par obligation. Et tout à coup, en fait, je découvre la lecture. Je commence à acheter des livres, carrément. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours travaillé, en fait. Depuis l'âge de 16 ans, en fait, je bosse. Oui, vous travaillez pour financer vos études. Voilà, toujours. J'ai jamais arrêté. Et du coup, en fait, je ne vivais pas de ma bourse. En fait, ma bourse servait essentiellement à acheter des livres. Mais en fait, je travaillais l'été pendant 2 mois. Je faisais des économies pour vivre l'année. Quel genre de travaux vous faisiez? Vous vendez des choses? J'ai fait agent de sécurité. Je travaillais dans la maçonnerie. J'ai travaillé dans le carrelage. Oui. Tout ce qui pouvait j'ai travaillé rapporter de l'argent légalement. Bus, mais tout, quoi. Et ça m'a beaucoup servi quand je pars en France, en fait, parce que c'était un peu une dynamique en fait d'intégration de monde professionnel en France en tant qu'étudiant très facilement, parce que j'avais l'habitude en fait. Jamais... Alors, vous allez aller au bout de votre licence en droit ou vous allez changer? J'ai fait Sciences Po. Ouais, je fais Sciences Po. Alors, Sciences Po, de Sciences Po, qu'est-ce qui vous amène à la sociologie, l'anthropologie En fait, en Sciences Po, je finis Sciences Po au Maroc, j'ai ma licence. J'hésite, en fait, c'est un parcours très atypique, en fait. J'ai un frère qui est plus petit que moi, qui était brillant à l'école, d'accord, et qui décide, en fait, à ce moment-là, après le bac, de faire un site, instituteur, d'accord. Moi, j'arrive à la fac. Et en fait, on est arrivé au bac ensemble, parce que quand j'avais redoublé 2 fois, on a passé le bac ensemble. Oui. Lui, il passe un site, et du coup, en fait, moi, je performe au niveau de l'université. Et à ce moment-là, en fait, mes frères, ils me disent, personne n'est parti faire des études en Europe. Pourquoi pas toi, en fait? Tu peux y aller. Parce qu'il n'y a plus personne, en fait. Mon petit frère, qui était destiné à prendre ce parcours, lui, il a fait un autre choix. Oui. Et du coup, en fait, la porte s'ouvre pour moi. Je dis, ouais, pourquoi pas. Et du coup, en fait, quand j'arrive en France, je fais... après la licence. Après la licence, exactement. Oui. Je fais de la sociologie politique à Paris, à Nanterre, Paris 10, oui. Voilà, où j'ai étudié pendant 1 an. Et tout de suite, en fait, les sciences politiques c'était trop compliqué pour moi, en fait. La façon... il y avait toujours une certaine frustration dans la façon... Bon, je ne suis pas en train de jeter des pierres sur les politologues ou même la discipline en elle-même, parce que je ne crois pas à ces frontières disciplinaires, en fait, entre sociologie, Sciences Po et anthropologie. Mais en tout cas, la façon dont j'ai appris Sciences Po, que ce soit au Maroc ou en France, il y avait un regard par le haut sur les sociétés. Parfois, en fait, stéréotypé, parfois nostalgique, parfois orientaliste. Et ça me dérangeait, en fait. J'arrivais pas à rentrer réellement, en fait, dans ce type d'approche. À rentrer, à voir peut-être ce que vous pouvez apporter, Exactement. J'avais, en fait, strictement rien du tout. J'avais du mal à choisir l'objet de recherche sur lequel je vais travailler, la façon dont je lis les analyses, en fait,
parfois, voilà, pour moi, c'était très confus dans mon point de vue par rapport à une analyse journalistique, une analyse de politologie, etc. Et à un moment donné, en fait, j'avais deux choix, en fait, soit de continuer en fait en Sciences Po, sachant qu'à Nanterre, moi, j'avais vécu aussi des formes de racisme qui étaient extrêmement importantes. Du coup, je voulais partir en fait de cette fac. C'était très, en fait, j'ai passé une année très souffrante avec des propos racistes d'un prof, en fait, qui, je ne vais pas citer son prénom là-bas, avec vraiment autour des Maghrébins. Oui. Et du coup, je voulais absolument quitter la fac et quitter la discipline, en fait. Et qu'est-ce qui vous a décidé à changer, à aller vers la sociologie, après vers l'anthropologie? C'est de l'anthropologie. J'ai toujours rêvé de... Ouais, j'ai toujours, en fait... et c'était Missour, en fait. Ça a commencé à Missour, à cette approche, en fait. Quand j'arrive, en fait... Quand j'arrive à Missour, en fait, c'est un monde... Vous étiez anthropologue sans vous en rendre compte. Ouais, c'est un monde, en fait, tout de suite, en fait, je suis confronté à ma propre altérité. Première des choses. Deuxième chose, moi, j'ai grandi, en fait, dans une famille mixte, où le père est Rifa et la mère est Jblia. Et du coup, on était plus attirés culturellement et plus proches, en fait, de notre culture Jbli de ma mère que la culture un peu rigide de mon père. Beaucoup plus proche en fait de territoire de ma mère que le territoire de mon père. Par exemple, moi j'étais le premier avec un frère, on est parti dans le village de mon père. On est 11 frères et sœurs, oui. On était les seuls à partir voir ce village. Il y avait, voilà, c'est à cette distance. Et à l'école, je me souviens au lycée, en fait, j'étais toujours celui qui avait beaucoup de problèmes parmi mes copains. Vous savez, dans le Nord, en fait, soit vous êtes Jbli, soit vous êtes Rifi. À mon époque, maintenant, ça a changé un peu. Et du coup, quand les copains en fait, se chamaillaient autour de la guerre du Rif, d'Abdelkrim Khattabi, de Reissouni, vous êtes des traîtres, nous on a fait la guerre, vous avez soutenu les Espagnols, etc. Moi, j'étais toujours le mec en fait, qui était coincé entre les deux. Je ne savais pas, en fait, de temps en temps, je défends Abdelkrim Khattabi parce que c'est mon côté rifin, il fallait qu'il ça sorte. Côté rifin, votre grand-père qui a fait la guerre du Rif. Exactement, mon grand-père qui a fait la guerre du Rif et tout. Et de l'autre côté, en fait, il y avait aussi les origines de ma mère, en fait, parce que c'est là où c'est le village au Ahmed, en fait, où ma mère vient, en fait, originaire. Et du coup, c'était très, très compliqué. Et j'ai dû, en fait, apprendre à vivre, en fait, entre deux choses et deux mondes et deux références culturelles. Jongler avec. Bien sûr, en fait, ce rapport aussi au corps qui a joué un rôle important, qui donne naissance aujourd'hui à ce livre sur la sexualité, le corps et tout. Hein. Tout ça, en fait, ça a été quelque chose de magasinier, en fait. Je gardais pour moi. Jusqu'au jour, en fait, où je lis, pour dire la vérité, en fait, je découvre un livre de Malinowski, en fait, sur l'anthropologie. Et je commence en fait à lire. Oui. Et je comprends rien du tout parce que je lis pas le français. Je sais pas ce que ça dit, mais en fait, je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce livre. Et avec la sortie de livre de Abdullah Hamoudi, oui. Voilà, je suis à ce moment-là, en fait, je finis mes études. Et moi, j'avais l'habitude, en fait, de bouger, de voyager. Et entre le bac, quand je prends mon bac, en fait, je vais au festival de Moulay Abdellah Jdida. Et je vois ce monde. Et je vois ce monde. J'avais rien compris, en fait. C'était un choc. Oui, parce que vous venez du Nord et c'est un choc énorme. L'Arabia, c'est autre chose, c'est un autre... Exactement. Oui. Et du coup, en fait, encore, Moulay Abdellah reste dans ma tête, quelque part, magasinier. Je le garde jusqu'au jour où je découvre, en fait, le travail d'Abdullah Hamoudi. Je commence à le lire. C'est génial, en fait, la façon dont il fait ses enquêtes, etc. Et tout. Je comprends parce que c'était en arabe. Et du coup, je suis beaucoup plus à l'aise en arabe et tout. Et je rentre dans le texte, ça me plaît beaucoup. Je commence, en fait, à aller chercher, à fouiller dans des références des anthropologues, comment ils écrivent, etc. Et ce côté, en fait, la mise en écriture de la réalité en anthropologie, ça m'a toujours touché, en fait. C'est-à-dire, en fait... quand on lit un anthropologue, on a l'impression en fait, qu'on est avec lui sur son terrain. En fait. Il nous accompagne un peu dans la construction de la réalité sociale. Son jugement avec beaucoup de distance, avec cette réflexivité aussi autour de soi-même. Et comme il n'y avait pas de formation d'anthropologie au Maroc, quand j'arrive en France, moi... voilà, il fallait quand même partir en France. C'était la priorité, faire des études. Oui. Alors, vous faites anthropologie, mais pourquoi vous choisissez de travailler pour votre thèse de doctorat sur les nouvelles figures du pouvoir dans le Rif central du Maroc? Alors ça, c'est une
Voilà, parce que c'est le début de tout. Exactement, c'est le début de tout et c'est quelque chose, en fait, je dis souvent en fait, à mes étudiants lors des cours, la perception qu'on a de l'enfant au Maroc. On a une perception de l'enfant au Maroc, c'est quelqu'un en fait, qui n'a strictement aucun pouvoir et qui est dans une relation négative par rapport à nous. Or, l'enfant, c'est comme une éponge. Il y a deux phases de socialisation. Il y a la phase de socialisation primaire et la phase de socialisation secondaire. Et dans cette phase de socialisation primaire, l'enfant, il absorbe tout. Et dans ce processus d'absorber tout, il y avait le sphère familiale, il y avait l'école, il y avait tout ça, mais il y avait aussi le quartier, ce quartier Sania Darmen et tout, qui, en fait, quand j'étais petit, en voyant arriver, en fait, des jeunes venant de Ktama, qui s'installent, en fait, dans notre quartier. Et par la suite, de Bab Berred. Et c'était, dans la majeure partie des cas, tous sans exception, c'était des enfants des producteurs du cannabis. Et du coup, j'ai grandi dans un milieu où parler du cannabis, fumer du kiff, le kiff, mélanger le kiff avec tabac, ça fait partie de le quotidien. Le quotidien, mais c'était tout à fait normal, en fait. Il y avait strictement... voilà, il n'y avait rien d'étonnant, en fait, dans ce processus-là. Ils étaient suffisamment aisés, ces enfants-là. Et du coup, nous, on échangeait avec eux, on leur apprenait les codes de la ville. Et ils apprenaient à changer leur accent, ne pas parler, en fait, avec l'accent de rural, mais parler avec l'accent de la ville. On leur apprenait, en fait, à draguer, à parler aux filles, à jouer au foot surtout, c'était super important, jouer au foot pour moyen d'intégration et tout. Et du coup, c'est un espace dans lequel il y avait des échanges qui se faisaient en termes de matériel, de gens, par exemple, il va te prêter son vélo, un jean, parce que vous avez une sortie, etc. Et ce monde, ça m'a toujours fasciné, en fait. Vous vouliez savoir d'où il venait? C'est pas juste de vous. Moi, je vous dis la vérité, c'est que moi, quand j'étais au collège, ces mecs-là, parmi eux, il y a des amis, ils arrivaient au collège avec, à l'époque, dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, ils arrivaient à habiller 2000, 3000 dirhams. Oui, à l'époque, 2000, 3000, c'est l'équivalent maintenant de 10 000 dirhams. Voilà, c'était les derniers Nike, c'était les... Oui, voilà. Oui. Et du coup, ce monde, ça m'a toujours... C'est bien, on a dit tout à l'heure Adidas, Nike, on va encore dire Puma, comme ça on ne fait pas de la pub. Faire les... D'accord, les trois, pourquoi? Et c'est un monde qui m'a toujours fasciné. Vous travaillez, votre thèse de doctorat, c'est une nouvelle figure du pouvoir dans le Rif central. Après, ça vous ouvre l'appétit. Et vous allez travailler sur le Rif. C'est une étude anthropologique, ethnographique même. Oui, c'est de l'ethnographie. L'ethnographie, l'identité de la marche. Ouais. Et là, vous sortez en fait, parce que vous allez aller à la marche. Vous n'entrez pas dans le monde, vous allez à la marche. Et il y a un livre qui vous a... Ça, c'est le livre « Identité de la marche », approche anthropologique du Rif. Vous avez aussi un écrivain qui vous a marqué, un livre qui vous a marqué. En fait, c'est Félix Guattari et Gilles Doulouse, en fait, qui m'ont beaucoup marqué, en fait, à travers la ligne de fuite. La ligne de fuite. Qui va continuer, en fait, qui continue aussi à me marquer encore aujourd'hui. Et du coup, en fait, l'idée principale de ce travail, qui commence déjà avec le premier livre en 2010, avec le Bled du Kiff, c'était de comprendre à la fois la construction de pouvoir autour de l'économie du cannabis. Comment on devient, en fait, ce qu'on appelle dans le Nord par le business. Pas au sens de casa ou de... Le business, c'est le vendeur de petits... Le business, c'est un gros baron, en fait. D'accord. Comment on devient, comment on domine un territoire, comment on domine une culture, comment on domine, en fait, les relations c'est une région avec ses propres codes et ça remonte à très, très loin parce que vous remontez même au Xe siècle. Puis aux origines des Ktama. Essayer de comprendre, un peu, décortiquer tout cet espace-là avec aller vivre avec les gens, discuter avec eux. Ce sont une bonne partie de ces producteurs aussi avec lesquels je travaille, c'est aussi des proches, des amis avec lesquels. Et je reviens aussi, comme par hasard, sur des villages où il y avait des copains de collège et de lycée, en fait. C'est leur village d'origine, en fait. Ça m'a beaucoup facilité, en fait, le terrain. Et à un moment donné, en fait, faire à mesure, en fait, si le premier livre, il est très ethnographique. Ce deuxième, il est très différent parce qu'en fait, je le pense d'une manière... la structure, en fait, ou la morphologie du livre me ramène à une autre réflexion qui est fondée essentiellement sur l'idée que on a beaucoup centré, en fait, nos études sur le centre. Et on a vu la société marocaine au prisme du centre. D'accord ? Et qu'on n'a jamais vu la société marocaine au prisme, en fait, de ses marges. Et comment ces marges viennent transformer le centre et qu'ils finissent
par se centraliser et c'est le centre qui se marginalise. Oui. Et que quand on revient en fait réellement dans l'histoire du Maroc, ce qu'on appelle en fait le harka ou la razia, où le sultan est sur son cheval et tout, mais Blad Siba en réalité en fait c'est une conception un peu colonialiste mais qui ne reflète pas en fait la réalité. Blad Siba c'est un espace aussi qui refuse tout en voulant négocier avec le pouvoir central des nouveaux termes de contrat en fait. Oui. Et du coup en fait le sultan part à la conquête de ces territoires, ce qui fait en réalité, contrairement à l'idée reçue en anthropologie, c'est le centre qui fait les marges, mais en réalité, c'est les marges qui font le centre, en fait. On peut être mouton ou bien être dans la marge. Exactement. Et quand on est dans la marge, on peut changer les choses. Exactement. Ce sont des lignes, en fait. Oui, ce sont des lignes. Alors, c'était pendant des années, non seulement la marge, la région du Rif, mais des hors-la-loi, ça l'est encore aujourd'hui. Alors, s'il y a une actualité brûlante, celle de la légalisation de l'usage du cannabis chanvre indien à des fins thérapeutiques industrielles. Et il y a quelques jours, les premières autorisations ont été octroyées. Est-ce que vous croyez qu'il y aura un changement de fond dans cette région et qu'elle va basculer de la marge au centre? Il n'a pas, en fait, c'est une très bonne question. Moi, j'ai toujours répondu, en fait, le jour où la marge se centralise par rapport à des événements, mais elle reste toujours, en fait, marge. Elle est le centre de sa marge. Et il ne va pas basculer, en fait. C'est-à-dire, en fait, en aucun pays au monde, quand on a légalisé du cannabis pour thérapeutique ou même parfois usage récréatif, on est passé de l'un à l'autre. Ce sont deux activités en fait qui parallèles, dans lesquelles en fait les acteurs ils sont pas identiques. Et du coup, l'idée même au Maroc, et je pense qu'en fait même le ministère de l'Intérieur était très clair là-dessus. L'idée n'a jamais été en fait de légaliser ou à travers la légalisation, en fait, de passer sur 45 000 hectares ou 43 000 hectares cultivés aujourd'hui pour un produit thérapeutique en fait, légalisé, parce qu'on ne peut pas l'écouler sur le plan économique et tout, mais au moins, on a la capacité aujourd'hui d'agir sur un territoire pour rééquilibrer en fait une balance, notamment quand on sait que ce territoire-là souffre des carences énormes sur le plan écologique, suite en fait à l'épuisement en fait, de la nappe. Maintenant, en fait, il n'y a pas que le... parce qu'il y a des espèces qui sont étrangères au sol, en fait, celles qui ont... Alors, avant de continuer l'entretien, on va s'arrêter à la rubrique triptyque. On vous a choisi de choisir 3 photos, en particulier de les commenter. On découvre les 3 photos que Khalid Mouna a choisies. On va découvrir la première photo que vous avez choisie. Ah, oui. Alors ça, c'est la photo de mon ami Nordin Harami. C'est grâce à lui que je suis entré au Maroc. Est-ce que vous aviez dans moi, je vivais en France. de rester en France? Voilà. J'avais fait 2 tentatives à l'université marocaine. Donc, en fait, quand vous dites 2 tentatives, c'est-à-dire dépôt de dossier, oui. J'ai déposé des dossiers où ça, en fait, il y avait des choses malsaines qui se sont passées. Et lui, il a appris en fait ça. Et il y a un autre ami, en fait, un prof qui est devenu un ami, qui l'appelle, lui dit, écoute, il y a un jeune anthropologue en France, voilà ce qui s'est passé. J'étais dans le jury, on ne l'a même pas appelé, pourtant on l'a classé le premier. Ça se passe dans une université marocaine, je ne vais pas la citer. Oui. Et lui, en fait, de passage à Paris, à travers une amie aussi à l'époque, on se fait connaissance et du coup, il fait en sorte que je rentre au Maroc. Il se déplace, il convainc ma femme, enceinte à l'époque, de rentrer et tout. Et du coup, quand je rentre, c'est un grand homme, en fait, parce que je lui rends hommage, c'est un grand anthropologue, c'est le premier initiateur des recherches sur la question d'immigration au Maroc, à travers Atadla, etc., toute la région. Il m'ouvre en fait toutes les portes en fait d'abord de son réseau à l'échelle internationale et aussi en fait de tous les projets européens. Il m'introduit aussi sur un sujet dans lequel en fait moi j'étais très très loin, c'est le sujet d'immigration. Oui, parce que vous avez travaillé sur l'immigration, surtout dans les travaux collectifs aussi. Exactement. Oui. Et du coup, en fait, son départ a tout changé pour moi aussi, parce que j'ai plus le même lien avec mon lieu de travail, j'ai plus le même lien avec la vie. C'était un mentor, peut-être un peu Pygmalion. C'était aussi un ami très proche, en fait. C'était comme un frère ou quoi. Voilà, c'est un hommage que vous lui rendez. Oui, exactement. Absolument. Exactement. La deuxième photo,
que vous avez choisi. Et, oui, alors, la deuxième photo, c'est la guerre du Rif. Je remercie en fait mon ami Mimouna Aziza qui m'a filé hier. Je lui ai dit, écoute, envoie-moi des photos de la guerre du Rif. Il m'a donné plein. Pourquoi celle-là? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux choses. Parce qu'en fait, que ce soit Nordin ou celle-là, sont liées à la mémoire. Nordin, c'est une mémoire pour moi, Nordin Harami. Et cette guerre, en fait, c'est une guerre que mon père nous a transmise, en fait, la seule chose qu'il racontait beaucoup sur son père, comment, en fait, il a fait la guerre, comment il a été blessé, il était revenu d'Oran, où il était un migrant, en fait, saisonnier, il faisait des allers-retours entre le Rif et là-bas. Il revient pour faire la guerre avec Abdelkrim Khattabi, très proche, dans le cercle, etc. Et du coup, en fait, j'ai appris tellement de choses au sein de la famille de la guerre du Rif que dans le programme scolaire. Le jour où on a fait en fait la guerre du Rif dans le programme scolaire, pour moi c'était un scandale, quoi. On avait fait genre un cours et demi, c'était genre Abdelkrim Khattabi a tiré 2 balles, il a fait ceci, cela, et il y avait de la résistance. Alors que vous, c'était pendant 20 ans. Ah non, c'était pendant... Mais encore aujourd'hui, en fait. Mon père, il a 87 ans, et comme il oublie, il a tendance à me raconter exactement la même histoire, et j'adore ça. Hein. Son père, quand il est parti, il est revenu, il était blessé, après il a fait ceci, cela, il est resté handicapé. Et du coup, c'est une guerre qui nous a marqué, en fait, et qui me rappelle aussi mes origines rifin. C'est pour ça, en fait. Cette photo, le choix de cette photo. La troisième photo qu'on va découvrir, c'est une photo qui vous a beaucoup marqué. Ouais, alors cette photo, apparemment, c'est ces événements de Casa, je pense. C'est les événements de Casa, de mais 81, il y avait des émeutes. Dans le nord du Maroc. Dans le nord aussi. Au Nador, Hossima, Larache, exactement, Tétouan. Et ça m'a traumatisé, en fait, ces événements. J'avais 8 ans et je me souviens, en fait, les chars arrivaient dans mon quartier et, en fait, les profs nous faisaient sortir de l'école, en fait, en courant. Et j'arrivais, en fait, dans mon quartier, je trouvais, en fait, 2 garçons de mon quartier par terre, morts, parce qu'il y avait beaucoup de morts. Et on sautait dessus, en fait, on sautait sur les cadavres, un peu comme ça, pour rentrer, en fait, à la maison, on ne sortait plus. Et aussi, aussi parce qu'il y avait énormément de victimes, des gens qui ont... Il y avait des victimes de 2 côtés, de la part des forces de l'ordre, parce qu'il y avait des émeutes qui ont dégénéré, c'est des violences inouïes. Et moi, je vous dis la vérité, c'est que cet événement-là, je faisais une fois une thérapie et ça est sorti comme ça. Et pour moi, en fait, c'était oublié. C'était oublié. Mais à 8 ans, et quand on commence à parler et tout, et à un moment donné, on commence à parler de liens et tout, et 84 est sorti. Peut-être que ça vous a fait prendre conscience de l'importance de la marche, de son danger. On a grandi avec l'identité de la marche. Voilà. Moi, je fais partie, en fait. Par exemple, il y a des moments quand ça explose, c'est violent. On l'a incarné. Vous êtes devenu monsieur Cannabis, monsieur Arif, vous êtes un grand spécialiste parce que c'est l'un des premiers à travailler mais de cette manière, la manière sociologique, ethnographique. Et puis, vous allez aborder, vous allez entrer en ville, en fait, pour découvrir une autre catégorie sociale, c'est celle des junkies. Ouais. Celle des junkies, ce n'est pas le kiff, ce n'est pas le sepsi, ce n'est pas... c'est la consommation de l'héroïne, c'est les sniffeurs qui sniffent un peu n'importe quoi. Les injecteurs. Les injecteurs aussi. Beaucoup. Pourquoi? Du coup, j'imagine que vous avez beaucoup travaillé à Casablanca, forcément. Non, je n'ai pas travaillé à Casa, c'est essentiellement au nord parce qu'on recense aujourd'hui plus de 4000 en fait, consommateurs de l'héros dans le nord du Maroc, essentiellement à Tanger, Tétouan, Nador. Et ça fait, depuis 2016-2017, j'ai envie de bosser sur ce sujet. Et j'arrivais pas en fait, il y avait un blocage. Pour une simple raison, en fait, nos sujets de recherche, en fait, il y a quelque chose qui nous relie quelque part. D'accord. Et à chaque sujet, en fait, il y a une histoire. Oui. Cette histoire, en fait, je sais pas, moi, peut-être aussi, j'ai choisi l'anthropologie parce qu'à travers, je me sers de l'anthropologie pour faire ma propre thérapie aussi, et recréer mon propre lien avec moi-même. Je suis sûr, certain même. Oui. Parce que derrière l'héros, il y avait des jeunes de mon quartier qui sont partis, parce que l'héroïne est rentrée dans le Nord très tôt, en fait, dans les années 80. Et du coup, en fait, elle fait ravage dans les années 90 essentiellement.
Et à chaque fois je partais, en fait, à un moment donné, j'ai un frère qui est plus âgé que moi, soit il m'appelle au téléphone, soit quand j'arrive à Tétouan, il me dit « mais tu sais, X, machin, flan, il est mort. X, machin, tout, il est mort. » Et du coup, en fait, cette mort, à chaque fois, en fait, commence à me travailler, en fait, parce que c'était des garçons, on a grandi quasiment, en fait, dans le même quartier, quoi. Et maintenant, en fait, ils partent l'un après l'autre, suite à l'usage de l'héroïne. Et à ce moment-là, en fait, savoir comment on tombe là-dedans et comment j'avais envie de rentrer dans ce monde-là et je n'avais pas la force pendant 2 ans, jusqu'au moment, en fait, où j'ai pris la décision, en fait, de contacter quelques-uns. Parmi eux, par hasard, en fait, il y avait un avec lequel j'étais au collège, première année de collège, en fait. Et ça m'a fait un peu bizarre, en fait, de le rencontrer dans ce contexte-là. C'était un junkie. C'était un junkie, de la marche. Exactement. Et du coup, c'est même, en fait, très sensuel, en fait, parce que l'idée de raconter, en fait, leur vie. C'est en fait, l'anthropologue, pour moi, c'est un intermédiaire de savoir. Il le co-construit avec des acteurs qui sont impliqués, en fait, dans une action, dans un territoire, en fait, défini. Et du coup, leurs mots, leurs paroles, leur vécu, leur expérience, j'essaie d'en faire quelque chose pour la transformer en un savoir pour plaidoyer quelque part par la suite. En fait. Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps, il reste beaucoup de choses à dire. On va parler parce qu'après, vous avez toujours cette attirance pour la marche. Vous mènera à travailler sur un autre sujet, un peu différent. Mais toujours la marche, l'éloge de l'inversion. Vous allez partir à Zali ibn Hamdouche, Lalla Isha. Pourquoi ce sujet? Là, vous sortez de votre zone de confort. Ouais, ce n'est pas une zone de confort, mais c'est différent. C'est très différent. C'est un terrain où j'ai enquêté pendant 3 ans. C'est un livre qui vient de sortir. Hein. Oui, c'est un livre qui vient de sortir. Les éditions La Croisée des Chemins. Les éditions de la Croisée des Chemins. J'enquête pendant 3 ans. C'était une bourse européenne, Marie Curie, en fait. Autour de la conservation de patrimoine culturel, en fait, oral. Oui. Et du coup, quand j'arrive là, ce qui m'intéressait, c'est justement toujours dans cette dynamique, c'est-à-dire, en fait, comment on construit un espace, en fait. C'est un peu ce vous avez présenté au début, cette ligne de fuite, comment il se construit. Chaque société a des lignes de fuite, c'est-à-dire, en fait, dans laquelle les personnes peuvent transgresser, détourner un certain nombre des règles. Et on a besoin de ces lignes de fuite. Ah bah si il n'y a pas les lignes de fuite, c'est là en fait on crée le désordre en fait, parce qu'on ne peut pas enfermer les individus dans des normes figées et rigides en fait. Sinon là on est dans le fondamentalisme absolu. Oui. Et on a essayé déjà ça et ça n'a pas trop marché en fait. C'est-à-dire en fait tout système, je pense les Saoudiens, ils étaient les leaders là-dessus, ça n'a pas trop marché, on voit maintenant comment ça vire, les Iraniens, etc. Oui. En fait, chaque société va créer en fait ces lignes de fuite, dont l'importance en fait de la société marocaine, en fait, son intérêt pour les anthropologues, c'est pour ça en fait on dit que le Maroc est un terrain de prédilection des anthropologues au monde entier, notamment les anglo-saxons, c'est que vous avez des micro-terrains en fait d'une manière qui se construisent d'une manière complètement différente et qui finissent par donner en fait un sorte de tableau sur le fonctionnement de la société marocaine à travers différents niveaux et comment chaque groupe construit en fait ses lignes de fuite. Où la question de la sexualité devient importante, la section d'usage de drogue devient importante, la production de la drogue aussi devient importante et comment chaque groupe justifiait cette ligne de fuite par rapport en fait à son capital et je dirais, les compétences dont il dispose en fait, pour négocier et renverser en fait, les règles sociales temporairement. Jamais d'une manière définitive. Très important, ce livre, il est passionnant. J'invite les téléspectateurs à le lire. Il est passionnant. C'est l'éloge de l'inversion avec comme sous-titre... Sexualité et rite de transgression au Maghreb. Alors, on va passer au chef-d'œuvre. On va découvrir le chef-d'œuvre que Khalid Mouna a choisi. Vous avez choisi un film, et puis un extrait en particulier. On va le voir, après on le commente. On est ce qu'on est sur cette terre. De 2 choses l'une. Soit on est quelqu'un, soit on est personne. Bougez pas, je reviens. Vous avez choisi American Gangster, un film policier américain réalisé par Ridley Scott en 2007. Pourquoi ce film?
Parce que je pense que je suis quelque part un gangster à travers en fait, mes sujets de recherche, parce que je choisis toujours des recherches qui sont politiquement incorrectes, mais aussi en fait cette phrase dans cette vie, soit on est quelqu'un, soit on est personne, c'est aussi quelque chose qui m'a toujours marqué et qui m'a poussé en fait à travailler pour être quelqu'un. C'est l'histoire de votre vie. C'est l'histoire de ma vie en fait, et parfois je dis même si j'étais personne, c'est pas très grave, au moins j'aurais tenté d'être quelqu'un. Merci beaucoup, Khalid Mouna. Et vous êtes aussi documentariste depuis quelque temps. Oui. Après Le Maître du Coran, vous finalisez un nouveau documentaire avec comme titre Le Mono. Oui. C'est sur... avec Ayoub Youssoufi et production avec Darqawi. Voilà. Walid Darqawi, c'est un film en fait qui parle un peu de l'usage de drogue à Tanger, en fait. Qui sera, nous l'espérons bientôt, dans les festivals, dans les salles. Merci beaucoup Khalid Mouna. Avec plaisir, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et à la semaine prochaine.